La hache de guerre entre la CENI et les opérateurs des kits est enterrée. Cet après-midi, un échange franc et direct a eu lieu entre les deux parties. Un terrain d'entente a donc été trouvé. Vous en saurez plus dans cette édition. L'excision touche plus de 3 millions de femmes à travers le monde. La conscience collective est interpellée sur ce fléau en cette 17e journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Elle coïncide avec la 20e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso. Et cette année, le gouvernement entend impliquer les jeunes dans la lutte contre cette pratique néfaste. On vous en parle dans un instant. Et puis, une nouvelle qui ne va pas réjouir les fans du foot et surtout les passionnés de la Coupe d'Afrique. La CAN 2021 n'aura pas lieu. Il faudra attendre 2 ans pour revivre cette passion d'un continent qui joue et qui gagne. Vous en saurez plus sur les motivations de ce report dans cette édition. Voilà pour les titres de LCA 20h. Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition avec une histoire d'audio qui aurait dû être privée et qui se retrouve sur la place publique. Elle fait des vagues sur les réseaux sociaux et passionne les conversations dans la cité. Elle implique un monsieur appelé Adama Kanazoué qui pourrait être un conseiller spécial du président du Faso dans une affaire de marché public. Kanazoué, il apparaît dans l'audio comme un médiateur, un intermédiaire, mais les implications d'un haut serviteur de l'État dans cette affaire font scandale. Je vous invite à suivre cet élément. C'est un message audio de 12 minutes 52 secondes dans lequel le nom de Kanazoué revient au moins 17 fois. Il y est présenté comme un intermédiaire qui met en contact un chef d'entreprise ivoirien nommé Koné et des partenaires burkinabés Sayouba et Serge Tapsoba pour exécuter un marché important au Burkina Faso. Bonsoir grand frère, excuse-moi, j'étais vraiment fatigué, 700 km c'est assez long, on est très loin, le village est très loin d'Abidjan. Alors je suis bien rentré, et alors pour te donner un peu ma version des faits sur le cas que tu as évoqué cet après-midi, je savais déjà, j'étais informé, tout, mais pour moi tu sais, c'est un problème qui n'existe pas, qu'ils sont en train de créer de toutes pièces, mais on sera obligé de réagir. On sera obligé de réagir parce que, comme tu l'as dit, c'est en train de faire des vagues inutilement. Alors, ce qui s'est passé est que, tu sais, dès le début du chantier, j'ai demandé à envoyer des engins depuis Abidjan pour exécuter le chantier et le DR m'a interpellé pour dire qu'il y a une clause du marché qui dit que les engins doivent être pris localement. Automatiquement, n'ayant pas de relation dans ce sens à Ouaga, j'ai rapproché Adama et je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, bon, donne-moi quelques temps, je vais trouver des partenaires. Donc c'est ainsi qu'un jour qu'il m'a appelé, qu'il a eu des partenaires, si je pouvais venir. Je suis venu, on les a croisés à l'hôtel à Laïko, monsieur Serge Tapsoba et monsieur Sayouba. Voilà, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, bon, qu'ils ont des engins neufs, qui sont capables d'exécuter ce chantier en moins de 2 mois. Et mais d'être certain qu'on peut s'en sortir avec une marge autour de 60-70%. Je suis tombé de nu. En tout cas, ils ont réussi à me flatter. J'étais convaincu, tout. J'ai dit, OK. Vu l'expérience un peu dans les affaires, j'ai dit, mais vous ne trouvez pas quand même qu'il est intéressant de signer un protocole? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, je vous soumets un protocole, d'accord? Vous le signez d'abord. Alors, la clause du protocole que je retiens jusqu'à cet instant T, est que je dis, bon, le montant que je dois payer, je prends le montant autour de 200 à 230 millions maximum, ça sera à la fin du chantier, c'est-à-dire à la réception finale du chantier. Ils ont tous donné l'accord. Mais l'exécution des travaux ne se passe pas sans heurts. Le marché qui devrait s'exécuter en 8 mois prend finalement 2 ans et engendre tout naturellement des pertes énormes pour l'entreprise qui aurait contracté un prêt de 800 millions de francs CFA pour son exécution. Sur place, aller regarder et me rendre compte. Parce que le DR dit quelque chose et bon, M. Tapsoba et Sayouba me disent le contraire. Je ne sais plus où est la vérité. Kanazoué m'a dit non, en tant qu'homme politique, je ne peux pas me permettre, à Ouaga ici, ça se raconte trop de choses souvent, je ne peux pas aller sur le chantier. Trouve quelqu'un d'autre parmi ton équipe, qui est un homme de confiance, qui peut venir te dire la vérité. C'est comme ça que j'ai dit à M. Tougouma Thierry, qui est aussi là,
qui allait effectivement vérifier, qui m'a dit, ah, déjà, rien ne bouge. Donc, je rappelle M. Tapsoba. Mais tout ce scénario s'est passé au bout du temps. On avait déjà perdu 2 mois. J'arrive sur le chantier, je vois que c'est la catastrophe. On fait un point, on voit qu'on a un taux d'exécution de 4%. Je dis, mais c'est pas possible. Conséquence, M. Koné ne se sent plus en capacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Pour dire, mais on m'a dit, vous avez reçu 600 000 francs, 600 millions, et comment on fait? Je dis, c'est-à-dire, comment on fait? C'est-à-dire, il dit, non, il faut que tu me payes mon argent. Je dis, non, je ne te dois pas de l'argent. On a fait un business ensemble, on a perdu de l'argent, et je ne vais pas rentrer de qui a fait quoi, qui a fait cela. Dieu merci, le marché a été exécuté, c'est le plus important. Si je veux rentrer dans qui a fait quoi, qui a fait cela, on va retourner au point de départ où je voulais vous poursuivre en justice, et Kanazoe m'a dit, non, ça va faire du bruit. Donc je ne vous ai pas poursuivi pour non-respect des clauses du contrat qui a été signé. Mais ne venez pas me dire que je vous dois de l'argent. Vous m'avez fait perdre énormément d'argent. Il dit, ah non, 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 si c'est ça, ça ne va pas se passer comme ça. Kanazoe va m'entendre. Je dis, mais Kanazoe, à quoi avoir le chantier? Oui, c'est lui qui m'a mis en contact avec vous, il va m'entendre. Je dis, Sayouba, comporte-toi en homme d'affaires. Ce n'est pas question de personne. Arrêtez ce comportement. Kanazoe n'a rien à voir avec ce Sogetrapib, il vous a mis en contact avec moi. Vous n'avez même pas respecté le clause de contrat et ça a failli gâter l'amitié de Kanazoe et moi parce qu'il m'envoie des gens qui n'ont pas été honnêtes. Après mes enquêtes, vous ne disposez même pas d'un seul engin. Vous êtes allé louer des vieux engins avec des gens moins chers et vous êtes venu les surfacturer chez moi sur le chantier. Arrêtez ça. Laisse Kanazoe. Non, 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 non. Là encore intervient Kanazoe pour plaider la cause de Sayouba, un des partenaires qui se montre particulièrement exigeant. Il faut aider Sayouba qui a beaucoup de soucis. Pour dire, bon, les gens aiment n'importe quoi à Ouaga. Je sais que ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent, mais honnêtement, Sayouba, socialement, il a des problèmes. Si tu peux l'aider, je dis, bon, si c'est dans ce sens, je peux l'aider. Mais dis que je leur dois de l'argent, non, c'est eux qui me doivent. Voilà. Donc, et Sayouba me rappelle, il me dit, oui, bon, vraiment, je dis, non, si c'est une aide, je vais t'aider. Même je peux t'envoyer 20 millions d'IA demain. Et je vais envoyer 10 millions à Serge, vous allez vous défendre avec ça. Après, si quelque chose, mes affaires vont bien, je vais voir ce que je peux vous donner. Mais je ne vous dois rien. Il dit, non, 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 lui ne touche pas aux 20 millions. Lui ne touche pas aux 20 millions du tout. Après, il me dit, bon, qu'est-ce que tu as donné à Tapsoba? Il n'a rien fait là-bas. Envoie-moi 30 millions. Je dis, bon, je vais t'envoyer les 30 millions, mais voilà, considère que c'est une aide. Mais cette intervention de Kanazoe ne parviendra pas à éteindre le torchon qui brûle. Avant que M. Koné n'envoie l'aide de 30 millions promise, Sayouba a déjà saisi un avocat pour une plainte contre Kanazoe. Il l'accuse de lui devoir de l'argent comme si le marché de la société était une affaire personnelle de Kanazoe, comme s'il ne jouait pas un simple rôle de mise en contact. Et dans un communiqué, le ministère des Infrastructures fait savoir que c'est avec un grand étonnement qu'il a découvert sur les réseaux sociaux des bandes sonores et des écrits évoquant une affaire entre Adama Kanazoe et ses partenaires supposés concernant un marché des travaux de la route nationale RN15. Le dit communiqué souligne qu'aucun marché de travaux de la RN15 n'a été attribué d'aucune manière et à aucun moment à M. Adama Kanazoe. Qu'à cela ne tienne, le CEFOP a demandé ce matin l'arrestation et le jugement de Adama Kanazoe ainsi que son complice Sayouba pour corruption et enrichissement illicite. Affaire à suivre. En voilà une autre affaire sur laquelle la justice burkinabé doit statuer. Il s'agit de l'incarcération de l'activiste Raouf Bahiré. Le directeur de publication de la page Facebook Proximité Info a été emprisonné à Lamako hier soir. Il est poursuivi pour outrage à magistrat et injure publique. Sachez aussi que le procureur s'est auto-saisi de l'affaire de la demoiselle Reine Christine Savadogo. Elle a finalement été déférée à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Vous vous souvenez certainement, Reine Christine avait suscité l'indignation des internautes par un commentaire sur Facebook appelant à l'élimination physique par empoisonnement ou par accident du secrétaire général de la CGTB, Bassolman Bazier.
Et pas plus tard qu'hier, je vous annonçais la tenue du sommet G5 Sahel France qui intervient 6 mois après celui de Pau. Les pays du G5 Sahel et leurs partenaires internationaux se retrouvent aujourd'hui à Nouakchott. Ils font le point des engagements pris en France qui se déroulent aussi dans un contexte de forte contestation politique au Mali et de dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et ce sommet G5 Sahel France fait naturellement les choux gras des quotidiens africains. On voit cela dans la revue de presse que nous propose Drissa Traoré. Nous y reviendrons très prochainement dans cette édition. Dans l'actualité également, le Parlement togolais réuni hier a adopté le projet de loi qui autorise l'ouverture du capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Cette démarche donne ainsi le feu vert à l'État pour rentrer en négociation avec le groupe singapourien Olam International en vue de lui céder tout ou une partie de sa participation dans le capital social de la NSCT. En arrivant toutefois à un accord avec l'opérateur, le gouvernement espère doubler la production de l'or blanc dans un délai de 3 ans. Le Togo, qui ambitionne d'atteindre les 200 000 tonnes de coton graines à l'horizon 2022, a enregistré une dernière campagne en décalage des objectifs avec seulement 116 000 tonnes récoltées sur 150 000 espérées. Retour au Burkina Faso où les agents chargés de l'enrôlement sur le fichier électoral appelé communément les opérateurs de kit et la Commission électorale nationale indépendante burkinabé trouvent enfin un terrain d'entente. Les OPK, il y a quelques jours, observaient des mouvements d'humeur pour dénoncer, selon eux, des traitements de faveur à l'endroit de certains membres parmi eux. Et cet après-midi, un échange franc et direct a eu lieu entre les deux parties. La zone d'ombre est désormais levée. Benjamin Kwame et Achille Ouedraogo. Le bras de fer entre la CENI burkinabé et ses agents chargés de l'enrôlement sur le territoire national est désormais couché. On se souvient encore, les opérateurs de kit observaient il y a quelques jours des mouvements d'humeur pour demander des déploiements ou des redéploiements pour certains dans les différentes sous-zones pour continuer les opérations de révision sur le fichier électoral. Certains clamaient haut et fort une injustice dans le choix des agents, faisant référence au copinage. Mais l'équipe de Nuiton Ahmed Barry a voulu tirer les choses au clair avec un dialogue franc, face à face avec ses agents. Et les échanges se passent devant les journalistes. À la lumière des échanges, justement, il ressort que 5800 opérateurs de kit ont été choisis. Formés pour être déployés, 812 étaient absents de la formation et 205 également absents avant les affectations. Il y a deux types de cas. Il y a des personnes qui n'ont pas été déployées parce que absentes à la formation. Si vous êtes absent à la formation, nous, on ne peut pas vous déployer. On ne va pas sur quelle base on peut vous déployer. Deuxièmement, la CENI n'est pas obligée de vous déployer sur toutes les zones. On vous a même dit ça dans une note que nous avons publiée à Dédougou. Quand vous avez commencé vos premières manifestations, on vous a dit, c'est au regard d'un certain nombre de choses que la CENI peut décider de ne plus vous réaffecter. Donc, vous faites deux sous-zones. Vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez continuer le combat parce que vous pensez qu'on est obligé. La CENI dit avoir des obligations. Elle ne s'attardait donc pas sur les humeurs des agents. Ainsi, certains ont tout simplement été blacklistés parce que pris en porte-à-faux. Beaucoup de gens qui sont partis sous la première sous-zone, on n'a pas interrompu leur contrat. Sauf les personnes qui ne se sont pas présentées au niveau de l'enrôlement. Parce que beaucoup aussi sont restés dans l'activation des combats. Je ne sais pas quel combat vous voulez mener. Parce que, bon, si on veut mener un combat, il y a aussi un sens. Il y a 166 OPK que nous avons, si on peut l'appeler comme ça, blacklistés pour leur attitude.
Pour s'expliquer, le groupe présent devant Newton Ahmed Barry indique qu'il ne s'agissait pas d'un bras de fer avec la CENI lors de leur mouvement, mais plutôt un souci d'incompréhension. Ce n'est pas un bras de fer qu'on a engagé contre la CENI, je voulais aussi revenir là-dessus, puisque c'est quoi? C'est dans le souci du dialogue même qu'on est venu vers la CENI pour mieux comprendre les choses, pour ne pas effectivement donner l'impression à ce que malheureusement on a relayé dans les presses qu'on est en train de mener, de revendiquer. Ce n'est pas une revendication quelconque. On était juste venu pour comprendre pourquoi on n'a pas été redéployé. Et pour leur compréhension justement, même si certains opérateurs ont été déployés 2 fois au détriment de d'autres, ce n'est pas un délit, mais encore une obligation de la CENI. Vous ne pouvez quand même pas dire que la CENI vis-à-vis de vous est en faute au point que vous devez lutter contre la CENI. D'autres OPK sont déployés plusieurs fois. Mais ce n'est pas un délit. La CENI a bien dit dans sa note qu'elle se réserve le droit de déployer autant de fois qu'elle le souhaite pour des raisons qui lui sont propres. La Commission électorale nationale indépendante pense que jusque-là, elle a été en règle avec les opérateurs. Elle ne les fuit pas non plus. C'est pourquoi la presse est prise d'ailleurs à témoin dans cet échange. Tout est bien qui finit bien. Les zones d'ombre sont désormais levées. On est mieux éclairé maintenant. On ne peut pas dire qu'on a trouvé satisfaction puisqu'il y en a certains qui sont pour ne pas déployer. Mais il nous a beaucoup éclairé. Voilà, je peux rien dire d'autre. On a bien compris, c'est comme il a si bien dit. Il y a des zones qui n'ont pas été d'abord enrôlées, qui sont en attente d'enrôlement. Donc on espère bien que ceux qui ne sont pas été d'abord, qui n'ont même pas eu une zone d'abord d'enrôlement, un OPK qui n'a pas été déployé, pourra profiter de ces zones-là aussi. Sachez-le, autre raison du non-déploiement de certains OPK est due à la situation sécuritaire dans certaines zones. Le savez-vous, chaque année dans le monde, plus de 3 millions de filles sont victimes de mutilations génitales. Au Burkina Faso, le gouvernement veut impliquer les jeunes à l'élimination de l'excision. C'était à l'occasion de la commémoration conjointement de la 17e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et de la 20e journée nationale de la lutte contre la pratique de l'excision. Une pratique enracinée dans de nombreuses cultures, principalement en Afrique. Le thème de cette édition, 30 ans de lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Quelle perspective avec la nouvelle génération? Oumou Konate, Bachirou Sawadogo. Les mutilations génitales féminines sont une préoccupation importante de santé publique en Afrique de l'Ouest. 30 ans que le Burkina lutte contre les mutilations génitales, occasion de faire le bilan et de réfléchir au cours de cette commémoration conjointe de la 17e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et de la 20e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision sur l'implication et la participation de la jeunesse aux actions de promotion de l'élimination de l'excision au Burkina. Il s'agira en effet de projeter les actions à venir avec la jeunesse, faire de lance de notre nation afin d'accélérer l'atteinte de la tolérance zéro au MGF en 2030, conformément aux objectifs de développement durable qui visent à, je cite, réaliser l'égalité des genres et donner des capacités et du pouvoir aux femmes et aux filles et à éliminer toute forme de pratiques néfastes tels que le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. Les nouveaux ambassadeurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines comptent mener une bataille digne et être victorieux pour que d'ici à 2030, il y ait zéro tolérance aux mutilations génitales au Burkina. Le maillon fort de cette lutte commune est d'ores et déjà la sensibilisation. Nous allons développer davantage des cadres de rencontres, d'échanges, entre jeunes pour voir quelles sont les méthodes que nous allons utiliser pour pouvoir approcher les parents, pour les sensibiliser davantage, pour pouvoir impacter, les expliquer quelles sont les conséquences des mutilations génitales féminines. Il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences psychologiques, il y a aussi des conséquences morales. Ensemble, nous lutterons pour que les mutilations génitales féminines au Burkina Faso ne soient plus qu'un vieux souvenir.
C'est une pratique à bannir et elle n'a pas sa raison d'être. Donc, et notre génération est là pour éradiquer donc, voilà, cette pratique. L'excision n'est plus un tabou et on en parle dans tous les milieux sociaux. Chez les filles de moins de 15 ans au Burkina Faso, la prévalence est passée de 13% en 2010 et aujourd'hui elle est estimée à moins de 11%. Je vous disais à l'instant que le sommet G5 Sahel France a lieu aujourd'hui, fait la une des quotidiens africains. On les découvre à présent dans la revue de presse que nous propose Drissa Traoré. À la une de la revue de ce mardi 30 juin, le sommet du G5 Sahel France. Quels enjeux autour du sommet de Nouakchott interroge Mali 24 Info. Réponse dans les colonnes du quotidien burkinabé L'Observateur Palga. Il s'est agi dans la capitale mauritanienne de faire le point de l'application des mesures de Pau, notamment l'intensification des opérations militaires dans la zone dite des 3 frontières. Le journal fait remarquer qu'une accélération de la coordination de Barkhane ou de la force conjointe du G5 Sahel aurait déjà permis de lancer plusieurs offensives et de neutraliser des centaines de combattants de l'État islamique au Grand Sahara et IGS, le groupe le plus actif. Mais de là à penser que l'IGS a subi des défaites irréversibles comme le prétendent des officiels français, il y a sans doute un pas qu'il faut se garder de franchir, tempère l'Observateur Palga, qui soutient que les différentes succursales de la multinationale terroriste ont certes eu leur capacité de nuisance baissée, mais elle est encore très loin de disparaître totalement. De son côté, Sahara Media, paraissant à Nouakchott, lui indique que c'est un sommet express défiant les conditions sanitaires nées du coronavirus et se penchant sur les dangers du terrorisme dans la région du Sahel qui n'a duré que quelques heures. Le média mauritanien de souligner que parmi les participants qui ont bravé les mesures imposées par le Covid-19 et décidé de participer directement au sommet de Nouakchott, il y a le président français Macron et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez qui a axé son discours sur les efforts de développement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en fonction de la nouvelle approche adoptée par l'Union européenne. Actu Niger de rappeler donc qu'à Pau, les chefs d'État du G5 Sahel et celui de la France avaient pris la résolution de créer une coalition pour le Sahel et lancer un appel aux autres pays et partenaires à y prendre part et à soutenir cette initiative. Alors, ce mardi 30 juin, Issoufou Mahamadou du Niger, Rochma Christian Kaboré du Burkina, Idriss Déby du Tchad et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ont dérogé, souligne le journal, à la fermeture des frontières aériennes en vigueur dans leurs pays respectifs pour cause du Covid-19 pour rallier la capitale mauritanienne où, en compagnie de Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'organisation, ils ont fait le point avec Emmanuel Macron sur la mise en œuvre de la feuille de route définie de commun accord lors du sommet de Pau tenu le 13 janvier dernier. En tous les cas, pointe le pays au Burkina, Nouakchott en valait un détour, d'autant que l'importance de ce sommet de la capitale mauritanienne n'était plus à démontrer. À tout le moins, relève le pays encore, il est la preuve que les dirigeants du G5 Sahel et leurs partenaires prennent à cœur la question de la lutte contre le terrorisme dans la région. Car la crise sanitaire ne saurait occulter la crise sécuritaire qui reste toujours préoccupante avec des attaques terroristes qui n'en finissent pas d'endeuiller le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où la problématique des déplacés internes du fait de l'insécurité reste encore une équation bien difficile à résoudre. À côté de cela, s'exclame le journal, les velléités à peine voilées de la pieuvre d'étendre ses tentacules jusqu'au pays du littoral doit être un appel au renforcement de la coopération militaire entre pays de la sous-région. Dans cet ordre d'idées, souligne le pays, on se demande s'il n'y a pas lieu de songer à élargir le G5 Sahel aux autres pays de la sous-région qui semblent aussi dans le viseur des terroristes. À présent, nous allons tout près du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, où il y a aussi un Mamoudou Gassama. Il s'appelle Michel Malamou, un jeune étudiant guinéen de 28 ans qui a sauvé au péril de sa vie 2 dames bloquées par les eaux à la Riviera Palmeraie à la suite de pluies torrentielles à Abidjan. Le jeune héros a été reçu le vendredi 26 juin dernier par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La rencontre s'est faite suite à la vidéo du jeune postée sur les réseaux sociaux en train d'apporter de l'aide aux personnes qui se noyaient dans les eaux. Le ministre Ahmed Bakayoko, alors frappé par l'acte de solidarité du jeune, n'a pas manqué à lancer un communiqué dans le but de rencontrer le héros de la scène. Le ministre tenait à remercier personnellement le jeune et lui témoigner sa reconnaissance.
En tout cas, il est clair que le risque pris par le jeune Michel Maloumou pour mener son sauvetage lui a ouvert une grande porte de relation avec le ministre Ahmed Bakayoko. Et du sport pour clore cette édition, la CAN 2021 prévue pour janvier prochain est reportée en 2022. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la CAF au regard de la persistance du Covid-19 sur le continent. Cela fait quelques jours que la nouvelle serait dans les milieux bien introduits. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN qui réunit les joueurs locaux qui devraient se jouer au mois d'avril passé va finalement se jouer en janvier prochain au Cameroun. Avec la pandémie, c'est tout le calendrier footballistique africain qui est chamboulé. La CAN féminine, elle, a purement et simplement été annulée. La santé avant tout, a précisé le président de l'instance dirigeante du foot africain pour expliquer ces différentes décisions. Les férus du foot africain vont encore devoir prendre leur mal en patience et comme le stipule le proverbe oriental, la santé est le trésor de la vie. C'est ainsi que prend fin cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.